Euh, nous allons démarrer le panel 1, francophonie, débat politique autour d'un objet scientifique, session 1. Alors, j'ai tous les intervenants en présentiel ici avec moi. Je crois en ligne, je vais vérifier. Bon, peut-être, je vais tout d'abord donner la parole au premier intervenant, M. Christophe Trennen, professeur de sciences politiques à l'Université de Moncton. Vous allez parler de quand dire la francophonie, c'est aussi de faire vers une géographie des débats sur la francophonie. Voilà. Bon, Christophe, tu me diras à chaque fois tu veux que je passe. Je vais y aller parce que j'en ai oui, d'accord. Okay. Quelques-unes. Oui, je te laisse la place. Merci. Alors, bonjour à toutes et tous. La francophonie existe, avec un point d'exclamation. C'est ce que proclamait une affiche de l'agence universitaire de la francophonie sur les murs de la Sorbonne dans les années 90, quand je faisais mes études à Paris 2. Alors pourquoi est-il besoin d'affirmer ainsi la francophonie ? Quelle place peut bien occuper la francophonie dans l'imaginaire des francophones ? Les ambiguïtés et les polémiques qui l'entourent rendent d'autant plus indispensable une forme de mise à plat de ce qui existe lorsqu'on parle de francophonie, et c'est un peu le sens, l'objet de ce colloque, d'une certaine manière. Polémique d'abord, tout simplement parce que les dissonances et les désaccords sont nombreux, opposant les contempteurs de la francophonie, qui la dénoncent comme une lumière d'étoiles mortes, et je cite le manifeste de 2007 pour une littérature monde en français, et c'est Thierry Ferrer qui insiste sur la dimension humaniste, universaliste, d'une communauté fondée sur une langue, entre guillemets, en partage. Et c'est un peu dans ce sens qu'a pu répondre le secrétaire général Abdou Diouf en 2007 à ce manifeste pour une littérature monde en français. On parle aussi d'idéal de diversité culturelle. Donc polémique, ambiguë aussi. Elle l'est également, tant il est bien difficile de la définir malgré et en dépit des nombreuses propositions. Les multiples circonlocutions auxquelles donne lieu le terme francophonie lorsqu'on en consulte sa définition dans n'importe quel ouvrage enseignent au moins sur une chose, c'est à quel point la francophonie est une véritable auberge espagnole, comme a pu l'affirmer le premier secrétaire général de l'Agence de coopération culturelle et technique, après qu'il ait démissionné, Jean-Marc Léger, donc une des figures marquantes de la francophonie militante. Chacun y trouve finalement ce qu'il a pu y apporter. Une auberge espagnole avec un effet, une méconnaissance bien souvent des francophonies au sein de chaque société, groupe ou espace francophone. On parle un peu d'un objet et parfois un peu déraciné des réalités locales. Faut-il en conclure que la francophonie n'existe pas et passer à autre chose ? Poser la question, c'est ébaucher déjà une réponse dans la mesure où le débat permanent qui entoure cette chose a au moins le mérite de la faire exister. Et si finalement la francophonie politique n'existait pas d'abord à travers les débats qu'elle suscite ? Au-delà de la francophonie, c'est autour de cette question plus générale du rôle et de la place de là, ou plutôt des délibérations publiques et de leurs dispositifs dans la construction et l'imagination d'appartenance collective que nous souhaitons ici proposer une réflexion. La pluralité de lieux, d'espaces et de voix nourrit-elle la connaissance, mais aussi les malentendus entourant la francophonie ? Dans quelle mesure les disputes, discours, délibérations constituent une performance nécessaire à l'existence même de toute communauté imaginée, non pas imaginaire, mais imaginée, qu'elle soit linguistique, politique, culturelle ou nationale. D'une certaine manière, la francophonie, comme toute communauté, n'est ni une symphonie ni une cacophonie, mais bien une polyphonie ou une franco-polyphonie, comme aimait la présenter l'ancien secrétaire général du Haut Conseil de la francophonie, Stélio Farangis,
plusieurs voix, parfois dissonantes. On a eu l'occasion de nous en apercevoir tout à l'heure à la table ronde. On ne partage pas nécessairement le même rapport à la langue française ni à la francophonie, mais unis par le contrepoint de cet échange. On fait table ronde, même si on n'est pas d'accord. Dans cette perspective, nous souhaitons faire ici le point sur le terrain des débats auxquels la francophonie donne lieu, en tentant d'en proposer la carte. Ce travail est important à faire pour mieux comprendre la manière dont ces débats, in fine, structurent l'objet francophonie et paradoxalement le construisent. Donc c'est un peu à ça que je vous invite par une série de diapositives. Première diapositive, qu'est-ce que la francophonie ? Quand on s'intéresse à définir une notion, peut-être qu'il faut s'intéresser à ceux et celles qui souhaitent la définir. Alors, qui définit la francophonie ? Les chercheurs, les premiers d'entre eux, les acteurs, des acteurs politiques qui se saisissent de l'objet, et les auteurs, ça peut être des artistes, ça peut être des essayistes, etc. Moi, je vais me concentrer sur ce que j'appelle les francophonistes, c'est-à-dire les acteurs de la francophonie. Qui sont-ils ? Quelle est leur sphère d'action ? En fait, on rencontre de tout, mais pas partout en francophonie. Quand on s'intéresse aux acteurs de la francophonie, on croise des diplomates, on croise des avocats, on croise des juristes, on croise des enseignants, des professeurs d'université, en quelque sorte, monsieur et madame tout le monde également. Donc une foule assez incroyable de militants de la francophonie qui sont marqués par la diversité, mais pas n'importe quelle diversité, dépendamment des lieux où on se situe d'une certaine manière. Parce que les lieux comptent et les acteurs comptent quand on souhaite définir la francophonie. On pourrait définir cet ensemble assez disparate d'individus, d'organisations, d'associations, d'institutions comme un groupe d'inspiration autour de la francophonie et ou des francophonies. Il y a la francophonie avec un grand F, bien sûr, francophonie internationale, et les francophonies locales qui, elles aussi, ont leur mot à dire, leur sens à donner à cette notion. Et tout à l'heure, je parlais de quiproquo et d'ambiguïté, parfois de malentendus aussi. On ne parle pas de la même façon de la francophonie en Acadie, au Québec, en Ontario français, pour rester tout simplement dans l'espace canadien. Donc, un groupe d'inspiration autour de la francophonie avec cette fameuse question, mobilisation autour du français, oui, mais est-on face à une ou à des causes, un groupe de causes, des groupes autour d'une cause? Il y a une grande ambiguïté et je pense que toutes ces questions se posent et nous renvoient toutes à une certaine réalité de la, ou plutôt des francophonies. 5 littératures scientifiques sont particulièrement utiles pour lire la constellation francophoniste. Je serai très très bref là-dessus. C'est un peu ces littératures que j'essaye d'agencer pour pouvoir en arriver à une lecture transversale des différents types de francophonie qu'on peut rencontrer dans le monde. La sociologie du militantisme et de l'engagement politique, et notamment qu'est-ce qui pousse un individu à s'engager pour la défense, la promotion, le rayonnement du français. Il y a une foule de déterminants du militantisme et dépendamment que vous êtes en France, au Québec, en Afrique, vous n'aurez pas les mêmes déterminants qui vous poussent à vous engager pour la langue. Premier élément. Avec cet effet surgénérateur que révèle Gaxi, quand on lutte ensemble, on produit plus que la somme des individus qui restent ensemble. Donc, une manifestation, c'est l'ensemble des individus plus quelque chose qui se passe. Un moment vécu ensemble, ça a des effets, ça a une incidence sur le groupe. Donc cette culture politique-là, elle a des effets aussi sur la manière dont on va penser ensuite la cause commune. Groupe d'intérêt, à travers des notions d'influence et de capacitation, c'est le top-down et le bottom-up. Vous avez des acteurs qui exercent une influence sur l'État. On veut faire du lobbying, on veut faire de la pression pour faire en sorte que l'État en question puisse défendre le français. Mais à l'inverse, on subit aussi le poids des politiques publiques qui sont pensées par l'État pour capaciter, pour donner du pouvoir à ces influenceurs. Action collective et mouvements sociaux, une littérature extrêmement intéressante, extrêmement dense, avec des concepts comme la mobilisation des ressources, structure des possibilités politiques, cadre de référence, registre d'action, tout un logiciel
qui nous permet de comprendre comment fonctionnent ces groupes et ce qu'ils produisent au niveau à la fois de l'identité politique, comment est-ce qu'on agit ensemble politiquement, mais aussi de la cause qu'on va définir ensemble. Et il y a un rapport étroit entre l'engagement, la manière dont on le pense, la culture politique qu'on va développer entre nous militants, et la cause qui va être travaillée ensemble. Une autre littérature, la littérature autour de la reconnaissance, et notamment de la notion de considération et de reconnaissance politique. Tout simplement, là, on rentre justement dans la question des reconnaissances. Et le nationalisme, comment on assiste à la aux constructions identitaires et à la notion de citoyenneté, notamment des travaux que j'aime beaucoup de Anne-Marie Thiès et Jane Jensen. Cette littérature nous permet de finalement rassembler l'analyse autour de 3 dynamiques et qui caractérisent tous les groupes qui visent à la promotion ou à l'imaginaire d'une communauté quelle qu'elle soit, mais en particulier des communautés linguistiques. Des dynamiques de revendication, avec la construction d'une cause, des dynamiques de reconnaissance, avec la construction au niveau du contexte politique d'un statut. La demande de reconnaissance se traduit parfois par une offre de reconnaissance de la part du contexte. Et là, les contextes en francophonie sont extrêmement différents. Contexte démocratique, contexte autoritaire, contexte de majorité linguistique, de minorité linguistique, de francophonie dispersée, c'est extrêmement divers. Et de représentation. Ces individus à qui, finalement, on propose des revendications ou des formes de reconnaissance, vont s'imaginer de manière extrêmement différente la communauté en question. On ne va pas penser la francophonie, encore une fois, de la même façon en Belgique, en France, au Québec ou en Acadie. J'en arrive à une typologie des francophonies grâce au croisement de ces 3 dynamiques au sein de ces 3 espaces politiques, avec 5 types de francophonie. La francophonie internationale, avec un grand F, et 4 types de francophonie avec un petit f. Les francophonies majoritaires, d'un point de vue sociodémographique, mais aussi d'un point de vue statutaire. Francophonie minoritaire, francophonie importée, francophonie dispersée. Je vais aller très très vite sur la francophonie internationale, avec comme représentation un groupe de référence. C'est ce fameux 350 millions, 450 millions, 550 millions, dépendamment des projections qui sont faites en 2030, 2040, 2050. Donc, ceux et celles qui parlent le français. Des revendications qu'on retrouve essentiellement dans les organisations et les associations qui flanquent les organisations internationales et qui sont très militantes, qui exercent un certain lobbying au sein de ces organisations internationales, mais aussi des organisations un peu plus françaises, j'y reviendrai, avec une notion et son histoire, qui a là aussi, il y a des piliers finalement dans l'histoire mythique de la francophonie avec un grand F. On parle d'une notion de son histoire, de son créateur, Onésime Reclus, ça tombe en désuétude, un usage qui se redynamise dans les années 60 après les indépendances, les pères fondateurs, bref, toute une série de balises identitaires qui organisent le récit mémoriel autour de la notion de francophonie avec un grand F. Et enfin, l'apparition de tout un essaim d'organisations et d'associations qui précèdent la création des organismes et des organisations internationales qui vont ensuite, la volonté politique aidant, apparaître, être créées et produire leurs effets plus ou moins importants. Une reconnaissance aussi à travers une organisation internationale, je viens de le dire. Un processus qui est largement contesté. Je ne reviendrai pas là-dessus. La manifeste pour une littérature monde en français que j'ai déjà citée tout à l'heure et la réaction du secrétaire général Abdou Diouf. Il y a bel et bien une dynamique de délibération autour de la notion de francophonie. C'est vrai en France, c'est vrai au Canada, au Québec, en Acadie. C'est aussi vrai en Afrique, c'est aussi vrai sur la scène internationale. Et Le Monde s'est fait un peu le porte-parole d'une contestation internationale autour du français et de la francophonie. Les francophonies locales maintenant. Très rapide, une francophonie majoritaire, la France, où la reconnaissance institutionnelle de la langue est maximaliste en France,
article 2 de la Constitution, le français est la langue de la République, et une reconnaissance de la francophonie maximaliste. Mais une revendication et un répertoire d'action qui est beaucoup plus feutré, beaucoup plus proche des groupes de pression et lobby que d'un mouvement social. On ne voit pas des manifestations monstres pour la francophonie en France. J'en ai jamais rencontré, peut-être vous, oui, mais c'est extrêmement rare. Donc c'est plutôt un registre d'action très lobbyiste et des représentations de la francophonie nationaliste et internationaliste. Il s'agit pour la France de reconnaître en la francophonie une possibilité d'exercer un soft power à l'international, mais il y a aussi une approche beaucoup plus humaniste, beaucoup plus internationaliste, qui vise à dire, voilà, on veut préserver le français chez nous, et on doit s'allier avec la diversité culturelle et linguistique qui existe dans le monde pour qu'ensemble, on puisse défendre nos cultures. Et c'est tout le sens de l'engagement de la francophonie pour la défense de l'exception culturelle et de la convention de l'UNESCO sur la diversité des cultures, où la francophonie a joué un rôle vraiment moteur dans cette conférence. Des francophonies importées, là aussi, je serai très rapide. Une reconnaissance francophonie importée, c'est le cas des francophonies africaines, avec une reconnaissance institutionnelle de la langue co-officielle nationale d'enseignement, des revendications francophonistes minimalistes, surtout en ce moment. La francophonie est extrêmement critiquée dans ces régions et dans ces sociétés, pour des tas de raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas ici parce que je n'ai pas le temps, avec une approche qui est à la fois instrumentale et culturelle. Instrumentale dans le sens, ça nous sert, il faut développer la francophonie pour des raisons économiques, politiques, géopolitiques, mais aussi pour des raisons culturelles, avec ces artistes comme Alain Mabankou, par exemple, qui s'approprient le français sans nécessairement défendre la francophonie, bien au contraire. Donc toute une série d'artistes qui se saisissent de la langue tout en rejetant la francophonie. Parfois, ils acceptent et ils adoptent, ils endossent le projet francophone. Des représentations qui sont à l'image finalement des actions de ces acteurs, avec l'idée de la langue de l'ancien colonisateur importée, imposée, désormais présente de facto. Le français comme langue d'Afrique, c'est un butin de guerre, pour reprendre les termes de Kateb Yassine, et en voie d'hybridation. Et c'est le cas de Alain Mabankou et de sa réponse à l'invitation d'Emmanuel Macron en 2018, qui souhaitait amener Alain Mabankou à le rejoindre dans une nouvelle réflexion sur la francophonie. Alain Mabankou a dit « Non, il est hors de question que je m'engage là-dedans. La francophonie, c'est cette chose qui valide les potentats et les tyrans qui martyrisent leur peuple. » Bref, toute une lettre assez sévère, à la fois sur la France, bien sûr, mais aussi sur la francophonie. Des francophonies dispersées, c'est le cas des francophonies est-asiatiques. Là, je vais vraiment passer, mais vous aurez compris l'idée. Essentiellement une langue française, langue étrangère, un réseau associatif qui existe quand même, des départements d'études françaises, des associations, des alliances françaises qui dynamisent la francophonie dans ces régions-là, avec l'image d'un français qui est aux antipodes de celui qu'on retrouve en Afrique ou en France, avec un imaginaire extrêmement enchanté chez ces personnes. Par exemple au Japon, où quand vous promenez dans les rues de Kyoto, vous voyez des noms de boutiques de prêt-à-porter à consonance française, mais il n'y a aucun sens derrière le mot. C'est-à-dire, parfois, on peine à savoir de quoi il s'agit. Des francophonies minoritaires, enfin, et je terminerai par là, je conclurai par là. C'est le cas des francophonies canadiennes. Vous voyez cette carte qui apparaît, une carte produite par la FCFA, la fédération qui s'est donnée pour mandat de défendre l'ensemble de la francophonie canadienne, et notamment la constellation francophone en dehors du Québec. Une francophonie canadienne où l'histoire malheureusement connaît une alternance entre des ouvertures, c'est le cas de l'acte de Québec, de la création du Haut et du Bas-Canada, mais des fermetures brutales, c'est le moins qu'on puisse dire, avec la déportation des Acadiens en 1755, 1837, la répression féroce du mouvement des Patriotes, l'acte d'union en 1840. Donc vous voyez un État canadien qui se comporte finalement comme un État national classique au XIXe siècle, qui souhaite purement et simplement assimiler ces minorités, dont bien évidemment la minorité linguistique. Alors là, je ne reviendrai pas là-dessus parce que je n'ai pas le temps, mais c'est finalement la démonstration de cette politique
volontariste de la part du régime colonial, puis Christophe, c'est fini. Ouais. Donc, pour justement assimiler les francophonies locales, avec une dissociation progressive des francophonies, et j'en terminerai par là, encore 30 secondes, entre d'une part le Québec, qui est en train de suivre sa propre voie à travers une action déterminante du mouvement souverainiste qui a finalement réussi, après 40 ans, à convaincre les Québécois que le Québec constituait une nation à part entière, une nation francophone en Amérique du Nord. C'est un nouveau pays pour le monde, pour reprendre un slogan du Parti québécois de l'époque, alors que les francophones en situation minoritaire, quant à eux, ont dû se contenter d'une loi sur les langues officielles et d'un certain nombre de dispositifs que leur offrait le gouvernement fédéral, qui se pose maintenant en champion de la francophonie canadienne, en proposant dans un certain nombre de secteurs bien ciblés un certain nombre de politiques publiques. Donc on est au Canada face à des politiques de reconnaissance linguistique et non pas une reconnaissance politique de communauté, à la différence de ce qu'on peut retrouver dans d'autres situations en Europe. On a clairement autonomisé politiquement la Wallonie, par exemple la Flandre. Ce n'est pas du tout le cas au Canada, où le Canada, c'est une politique dans laquelle l'État est en quelque sorte le leader des politiques linguistiques. Et on a en quelque sorte désincarné la langue pour en faire un objet d'affirmation identitaire pan-canadien. Donc là, le français a été, entre guillemets, on a sorti un peu la culture canadienne-française de la langue pour en faire un instrument que chaque Canadien, qu'il soit anglophone ou francophone, peut s'approprier comme il le souhaite, d'une certaine manière, à travers une approche extrêmement libérale. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour que cet Désolé d'avoir été exposé, trop long. Très, très riche. Une francophonie polyforme, multifacette, une typologie très, très riche de la notion. Alors maintenant, je passe la parole. Oui, peut-être. Oui, vous pouvez passer là-bas, oui, c'est mieux. À Madame Corinne Reynan-Astier, maîtresse de conférences en sciences du langage à l'Université de France-Comté. Vous allez présenter votre exposé portant sur mesurer la situation de la francophonie sur Internet pour mieux discerner l'objet politique non identifiable. Oui, tout à fait. Alors, Il faut sortir. ouais. Et le PowerPoint. Voilà. Alors, il faut arrêter tout d'abord. Arrêter là. Ça, après, on va partager. C'est ça. Alors, c'est bon, c'est ça. Merci. Bon, d'accord. Alors, je vais mettre ici. Comme ça. Le mot de PowerPoint. Super, merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là, merci d'être aussi en ligne. Donc voilà, je vais vous présenter alors une autre francophonie et je vais faire des allers-retours un petit peu dans ce qui est offert au niveau institutionnel pour lire la francophonie et on va aller souvent sur le terrain pour voir ce qu'il en est en fait en termes de francophonie ordinaire. On va passer du grand F au petit F régulièrement. Donc, tout d'abord, alors je suis en sciences du langage, d'accord. Je suis plus précisément en didactique des langues et tous les chercheurs de ma discipline, je suis dans le français langue étrangère, français langue seconde. Tous les chercheurs de ma discipline vous répéteront qu'on apprend mieux quand on est en contact avec la langue. C'est aussi ce que disait Robert Chaudonçon, que chacun de vous connaît, je pense, dans un ouvrage qui s'appelait Mondialisation, la langue française a-t-elle un avenir ? Au sein
duquel il revendiquait plus d'accès du français pour que les francophones puissent acquérir un minimum, un SMIC, ce qu'il appelait un SMIC, c'est-à-dire un seuil minimum individuel de compétences. Dans le cadre de mes enseignements, je m'intéresse donc à la francophonie, aux formations de formateurs, des formateurs qui sont plutôt de profil français langue étrangère ou français langue seconde. Et je m'intéresse tout particulièrement à la façon dont ils entretiennent leurs compétences en langue française, aux ressources qu'ils côtoient quotidiennement, surtout pour les personnes les plus éloignées, et notamment au numérique, aux sites qu'ils fréquentent. Donc cette année, j'ai beaucoup travaillé sur le numérique avec mes collègues du laboratoire et notamment, nous nous sommes intéressés aux pratiques d'enseignants de français langue étrangère qui ont plutôt au départ un profil de français langue seconde et qui enseignent dans un petit pays qui s'appelle l'Eswatini. Je vais revenir là tout à l'heure. Donc le numérique et la langue française, c'est un sujet assez vaste, c'est un sujet qui intéresse beaucoup aujourd'hui. Quand on lit le rapport Attali, donc il recommande fortement dans son rapport de développer les formations en ligne, de développer des sites francophones, des sites culturels, d'aider à la création de nouveaux contenus littéraires et scientifiques, etc. On voit qu'il y a des enjeux et des pouvoirs de langue sur Internet et que la francophonie, les institutions veulent essayer de mieux comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. Donc ça a été un peu les questions. Je me suis intéressée à ça auprès de mes étudiants, ou en tout cas de mes témoins en Eswatini, et j'ai voulu savoir quels étaient les usages du numérique qu'ils faisaient, les sites qu'ils fréquentaient. Et l'idée étant, je travaille dans une perspective sociodidactique, l'idée est de voir comment ils peuvent, quels sites ils côtoient, et à partir de ces sites, de ces ressources en ligne, comment ils peuvent les exploiter dans une classe, puisqu'ils sont souvent peu en contact avec des ressources matérielles, ils ont peu de moyens dans les contextes dans lesquels je travaille. Donc c'est un petit peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Alors, c'est une recherche exploratoire, mais vous allez voir qu'on a plein de petits fils à tirer, on a plein de choses, ça éclaire des petits points. Il y aura des améliorations, je vous l'accorde. Donc, en sciences du langage, quand on s'intéresse, je vais avancer mon PowerPoint, non, c'est pas encore. En sciences du langage, quand on s'intéresse à la francophonie, on s'intéresse à cette francophonie grand F, surtout aux politiques qui sont menées dans tel ou tel pays, aux organisations internationales. On s'intéresse aussi en tant que linguiste à la langue, aux variations diatopiques, c'est-à-dire syntaxiques, morphologiques, etc., que revêt la langue française selon les différentes régions. Et on s'intéresse aussi à la situation démo-linguistique, aux gens qui parlent vraiment le français. Et c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est quelle fonction occupe le français dans le quotidien de francophones qui sont éloignés un petit peu de foyers francophones, et quelle place le français occupe dans le quotidien et quelles compétences ils ont en langue française, quelles compétences de production, mais aussi de compréhension à l'oral et à l'écrit. Il me semble que c'est là où la francophonie, elle vit surtout dans ses locuteurs. Donc cette année, j'ai mené une étude avec des collègues qui sont en Eswatini. J'ai mené une étude auprès d'enseignants de français langue étrangère. Donc la langue française en Eswatini est la première langue étrangère enseignée. Et on l'enseigne dès les écoles primaires, et on peut poursuivre jusqu'à l'université. Or, bien entendu, en Eswatini, il y a peu de locuteurs francophones, d'accord ? C'est assez nouveau, cette implantation de la langue française dans les écoles. Donc, pour combler un petit peu ce manque de personnes compétentes en français, le gouvernement eswatinien a recruté des personnes qui sont migrantes d'origine congolaise, rwandaise, gabonaise, etc. On va parler aujourd'hui des Congolais. Et ils ont recruté ces personnes parce qu'elles avaient des compétences en français et qu'elles pouvaient donner ces cours pour commencer. Donc, on a rencontré ces personnes et on a essayé de voir dans une première étude comment la langue française leur avait servi de tremplin pour être employée. Donc, c'était la première étude. Et en fait, en les questionnant, on s'est rendu compte qu'ils perdaient la langue française. Ils l'utilisent de moins en moins. Ils ne la transmettent plus à leurs enfants. Ils ne l'écrivent plus. Ils ne la parlent plus ou très peu, et on voit que l'usage de la langue française se réduit comme peau de chagrin. Donc ici, on a quand même
des locuteurs au départ parfaitement francophones qui migrent dans un pays qui n'est pas francophone et évidemment on ne prend pas soin de ces francophones et ils finissent par s'éteindre et la langue s'éteint aussi voilà, auprès d'eux, dans leur famille et dans leur pratique du quotidien. Donc là, il y a peut-être des choses à faire. Comment prendre soin de ces personnes qui migrent, comment enfin, voilà, ce sera une réflexion à mener. En tout cas, lors de cette première enquête, on a fait une erreur avec mes collègues et mes témoins aussi ont fait une erreur. Ils ne nous ont pas du tout parlé de leur pratique en ligne. En fait, on n'a aucune idée. Ils sont comme vous et moi, ils ont un téléphone, ils ont des connexions à la maison, à leur travail et forcément, ils font des choses en langue française, en siswati, en anglais, en lingala pour les Congolais, etc. Et ça, on a oublié de l'étudier. Donc, je suis repartie les voir et j'ai essayé de les questionner sur ces pratiques qui me semblent importantes. Alors, pour monter ma grille d'entretien, je suis un peu j'ai un petit peu oublié. Pour monter ma grille d'entretien, j'ai voulu avoir une assise scientifique et du coup, j'ai fait un peu un état de lieu de ce qui existait sur le numérique francophone. Et au niveau, dans des études qualitatives, il y a très peu de choses qui sont proposées. Enfin, j'en ai pas trouvé. Donc, j'ai eu un petit peu du mal à trouver des outils utiles pour voir un peu pour pouvoir quadriller les usages du numérique francophone. Donc j'ai fait un état de l'art. Hein, je suis allée chercher sur Internet, sur Carninfo, auprès de mes collègues, etc., ce qui existait autour des mots-clés numérique et francophonie. Alors, on va trouver des études, pas mal d'études qu'on va retrouver d'ailleurs dans le rapport de l'OIF qui a été publié en 2022. Donc, il y a pas mal d'études qui sont intéressantes d'ailleurs, hein, mais on voit que, alors, la première étude, la première chose, c'est que la langue française occuperait la 4e place sur Internet. Donc, pour obtenir ce classement, c'est un croisement de données des mots linguistiques et d'estimation de langue sur Internet. C'est intéressant, mais pour moi, voilà, j'ai du mal à tirer des fils avec ça. La deuxième chose, c'est que proposent donc des chercheurs, c'est le degré de cybermondialisation d'une langue. Là aussi, c'est un calcul, c'est une équation. Les locuteurs de langue, on rajoute le nombre de locuteurs de langue 1 avec le nombre de locuteurs de langue 2 divisé par la langue 2, etc., etc. C'est une équation qui est certes intéressante, qui donne du sens et tout, mais qui, pour moi, sur le terrain, n'était pas utile. Et d'autres choses qui sont très, très en vogue en ce moment, c'est le principe de découvrabilité, dont on a parlé un petit peu ce matin lors de la table ronde. Donc, il y a des organismes canadiens, il y a aussi le ministère de la Culture française et le ministère de la Culture canadienne, je crois, qui se sont associés pour étudier le taux de découvrabilité des contenus francophones culturels. Et donc, cette découvrabilité repose sur 3 facteurs qui sont celui de la repérabilité, la prédictibilité et la recommandabilité. Donc, par contre, ces études portent sur des contenus francophones culturels, sur la langue de la culture de Senghor, mais ils ne portent pas du tout sur la langue populaire sur le terrain. D'accord ? Il n'y a pas d'études qui sont faites sur ces usages, ces compétences et ces usages du numérique. Donc, il fallait un petit peu bricoler et pourquoi pas plus tard recroiser ce qu'on obtient sur le terrain avec ces indicateurs qui dépendent de l'institutionnel. Donc, j'ai utilisé, vous connaissez la grille de Chaudonçon, d'accord, peut-être, donc Chaudonçon, à partir des milieux des années 90, a consacré toute une série de littérature, d'ouvrages autour du statut de la langue française dans un pays et des compétences de ses locuteurs. Et il a proposé notamment une grille pour croiser donc les offres qui sont faites en français dans un pays et donc les usages qu'en font ses locuteurs. Cette grille se présente de cette façon et on peut croiser status et corpus et obtenir l'écart entre l'offre et la demande en français dans un pays. Ça offre une photographie donc qui est assez intéressante. Pour ce qui concerne du statut, donc ça balaye toutes les fonctions que le français occupe dans un pays. Donc il demande
Est-ce que dans le pays, la langue est celle de l'administration et celle de la justice? Est-ce que les médias sont proposés en langue française? Si oui, lesquels? À la télévision, à la radio, etc., etc. Est-ce que la langue française est présente dans l'école, dans le système universitaire? Et en termes de corpus, on va s'intéresser plus aux compétences réelles des locuteurs et aux compétences réelles des locuteurs et surtout au statut de la langue dans leur quotidien. Est-ce que la langue française est véhiculaire ou vernaculaire, etc., etc. Donc on a des choses assez intéressantes. Donc j'ai bricolé à partir de cette grille de Chaudonçon, je l'ai réactualisée pour qu'elle soit adaptable pour le numérique et j'ai re-questionné mes apprenants, mes enseignants iswatiniens, donc d'origine congolaise, pour savoir un peu quels étaient les usages qu'ils faisaient. Les résultats donc sont assez intéressants et voilà, je trouvais donc d'abord bien entendu ils mettent en avant plutôt les sites francophones qu'ils côtoient chaque jour et on peut voir qu'on retrouve Africa News, RFI, France 24, etc. Donc, ils se rendent souvent ils vont aussi sur des sites comme Al Jazeera, comme Palmarès, qui est une radio congolaise. Donc, on voit qu'ils vont sur des sites francophones. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que ce ne sont pas des nouvelles qui sont franco-centrées, mais ils s'intéressent vraiment à l'actualité de leur pays. Donc, on a quand même une adaptation de leurs usages. Voilà, culturellement, c'est plutôt à leur géographie qu'ils s'intéressent. La deuxième chose qui était étonnante, c'est la religion. La religion a une place assez importante. Ils se connectent sur des sites ou sur Instagram ou Facebook. Ils vont écouter ce qu'ils appellent les prédications du pasteur qui est resté au Congo et continue. Donc la langue française et la langue liturgique continue à être la langue liturgique. Et les sites sur lesquels ils se connectent, donc c'est en langue française et c'est sous-titré en lingala. Donc on a un bilinguisme dans la langue liturgique et je trouvais ça intéressant et voilà, je connaissais pas. Autre site encore sur lesquels ils se rendent beaucoup, c'est des sites pour préparer leurs cours, pour avoir. Alors en revanche, ils ne vont pas du tout sur les sites que nous, on propose. En français langue étrangère, on fait beaucoup de publicité pour TV5 Monde, on fait beaucoup de publicité pour RFI Savoir, parce qu'il y a des capsules qui peuvent aider les étudiants et les enseignants à donner des cours ou à apprendre la langue française. Or, au point de vue, on parlait tout à l'heure de découvrabilité, on voit ici que ça ne fonctionne pas, puisqu'ils vont eux-mêmes chercher sur le YouTube, des capsules vidéo donc pour préparer leurs cours. Mais ce ne sont pas du tout celles qu'on propose. Donc, il y a des informations à diffuser à ce niveau-là. Enfin, et surtout, ils utilisent énormément WhatsApp, ils utilisent beaucoup Instagram, etc. Et là aussi, ils utilisent la langue française, mais bien entendu, elle est beaucoup moins, normée, elle est plutôt mélangée, puisque pour les enseignants congolais que j'ai interviewés, c'est souvent un mélange de lingala et de français qui est proposé. En tout cas, à la fin de l'entretien, je vais vite finir, à la fin de l'entretien, quand je leur demande, on peut constater, je leur ai demandé de faire un pourcentage sur la langue qu'ils utilisaient au quotidien hors Internet et sur Internet, et on voit que la langue française est beaucoup plus utilisée grâce à Internet que dans leur quotidien en Eswatini. Donc c'est assez prometteur à condition de proposer des choses au niveau institutionnel, dans les ambassades, dans les alliances françaises, etc., à condition de proposer des choses voilà, qui seraient accessibles. Et on constate surtout quelque chose qu'on ne peut plus nier au niveau institutionnel, c'est la présence de la langue une à côté de la langue française. D'accord ? C'est souvent les sites qu'ils fréquentent sont bilingues. Voilà, ils ne sont pas que monolingues, ils sont souvent bilingues. Et là, je pense qu'on doit avancer avec cette idée de bilinguisme. Voilà, alors c'était un petit peu brouillon, voilà, mais bon, j'espère que vous avoir donné quelques idées, pour la suite et
Et voilà, c'est pour ça que je voulais participer à votre colloque, pour voir comment, du terrain aux institutions, on pouvait voilà, partager tout ça. Merci beaucoup pour Voilà. cette Merci beaucoup. étude de cas et l'étude du terrain. Très, très intéressant. Alors, maintenant, je dois peut-être prendre votre place parce que je vais contacter nos intervenants en ligne. Arrêtez. Alors, Christophe Essomba. Christophe Essomba, ici. Normalement. Allô? Monsieur Essomba, est-ce que vous m'entendez? Alors. Allô? Oui? Vous m'entendez? Alors, parce que là, demandez envoyer déjà. Oui, vous me recevez? Oui, je vous entends, mais je ne vous vois pas. Est-ce que vous pouvez mettre la caméra? Je crois que là, maintenant, ça va. Oui. Est-ce que vous J'ai souhaitez partager un support électronique ou non? Ah, c'est bon. non, madame. D'accord, merci bien, merci de m'avoir associé à cette réflexion. Moi, je ne serai pas long, même si très souvent, le meilleur moyen d'être long, c'est de dire à l'avance qu'on ne sera pas long. Mathématiques, effectivement, comme... Allô? Oui, on vous entend. Hein? Est-ce que vous n'avez pas besoin d'un support Oui. PowerPoint? Non, d'accord. Vous préférez ne pas mettre la caméra, c'est ça? J'ai mis la caméra, je ne sais pas pourquoi. D'accord, bon, sinon c'est pas grave. Oui. Vous pouvez commencer. Alors, vous avez un quart d'heure, hein? On est très serré dans le temps. Vous me voyez maintenant, je ne sais pas. Oui, on voit votre nom, oui, mais c'est pas grave. Vous pouvez y aller, hein? C'est bon, on vous entend très bien. D'accord, madame. Bon, en fait, je disais que j'interviens sur la thématique. Allô? Oui, on vous entend. Ok, j'interviens sur la thématique le poids de l'objet francophonie dans les recherches en sciences sociales, cas des jeunes chercheurs d'Afrique noire francophone. Alors, cette thématique s'inscrit dans le cadre des réflexions sur les références, les considérations, les représentations, les choix thématiques des étudiants, surtout des jeunes chercheurs, qu'on a appelés ici des jeunes chercheurs, où on a observé qu'il y a une marginalisation tendancielle des sujets liés à la francophonie, surtout dans les universités publiques. Comme j'ai pris le cas de l'université de Yaoundé 2, il y a l'université de Douala, il y a l'université de Maroua. Seulement si je prends le cas de l'université de Yaoundé 2, où j'ai pu consulter 512 mémoires en sciences politiques, je me suis, dans une pioche temporelle de 23 ans, je me suis rendu compte qu'on a produit seulement 2 mémoires sur la francophonie et 3 thèses sur 850 thèses consultées. Bon, j'avoue bien évidemment que tous les étudiants ne déposent pas souvent leurs travaux à la bibliothèque. C'est le meilleur endroit où
l'on peut consulter, la documentation est relative. Alors, je me suis demandé qu'est-ce qui peut expliquer ce désintérêt? Pourquoi l'objet francophonie est-il tant ignoré, voire minoré par les jeunes chercheurs d'Afrique noire francophone? Alors, pour mener à bien cette réflexion, je me suis appuyé sur le portefeuille méthodologique du fonctionnalisme et surtout du rationalisme en raison de l'importance qu'il porte sur les gains, l'intérêt que les chercheurs apportent à un sujet plutôt qu'à un autre. Ainsi donc, il était question, n'est-ce pas, de fouiller quelques logiques explicatives de cet état de choses. Et je suis parti de la considération de Michel Beau qui nous confie en disant que il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de thème de recherche bon ou mauvais dans l'absolu. Et il poursuit en déclarant que vous jugerez qu'il est bon ou mauvais par rapport à plusieurs critères. Il les énumère donc, parmi lesquels il dit d'abord, il faut savoir est-ce que le thème vous intéresse, est-ce qu'il vous motive, est-ce que vous avez des choix à dire sur ce thème, est-ce que vous vous sentez prêt à y travailler pendant plusieurs années? Comme deuxième point qu'il soulève, est-ce que le sujet s'inscrit dans les travaux, les préoccupations du chercheur, dans la sphère de recherche de l'équipe du directeur? Et comme troisième point, est-ce que ce sujet a déjà été suffisamment abordé? Et enfin, ça c'est le point qui nous intéresse beaucoup plus, si je saute le précédent, votre thèse ou votre mémoire, est-ce qu'il suit vos projets personnels ou professionnels? Alors, dans la pratique donc, j'ai essayé de relever deux types de contraintes, deux raisons fondamentales qui empêchent les étudiants d'aborder suffisamment l'objet francophonie. Il y en a 4, mais deux sont fondamentales. La première raison est d'ordre systémique, qui porte sur le parcours des étudiants dans les universités d'Afrique noire francophone. Le parcours est suffisamment long. Vous avez du niveau 1, c'est-à-dire en licence 1 jusqu'en master 2, ton niveau 5. En principe, l'étudiant doit parcourir sa formation en 5 ans, mais très souvent, elle va à 6, 7, 8 ans. Et ajouté aux années de thèse, on se retrouve à 10, 11, 12 ans. 12 ans de formation. Et lorsqu'un étudiant prend plus de temps dans la formation, il s'intéresse beaucoup plus à des objets, à des objets qui vont l'amener, n'est-ce pas, à trouver un emploi, puisque à un certain âge, les étudiants subissent souvent la pression qui vient très souvent de la famille. Si c'est même une femme, c'est très grave. On commence à lui demander pourquoi elle ne se marie pas, le travail, pourquoi elle n'en trouve pas, ainsi de suite. J'ai pris, par exemple, mon cas personnel, où même si on dit souvent que le mot est haïssable, voyez-vous, nous entrons à l'université en 2011. On devait faire le master en 2015-2016 et vous imaginez que c'est en 2018 qu'on a pu soutenir. Et quand on soutient en 2018, on postule en thèse en 2020. Et partant de 2011 jusqu'en 2020, j'ai des données parce que j'étais délégué des étudiants. On était environ 1175 étudiants. Et en thèse, dans la même université, nous ne sommes que 9 qui avions été retenus. Pourquoi? Parce que durant ce parcours, nombreux ont abandonné. L'université a trop traîné à suivre le cours normal. Et nombreux ont abandonné,
optant plutôt pour la vie active et ceux qui ont choisi la recherche ont privilégié des sujets qui pouvaient leur permettre, n'est-ce pas, de trouver un emploi pouvant susceptible de pallier soit aux travaux de recherche, soit à leur vie active, ainsi de suite. Et l'autre conséquence, c'est que les étudiants qui viennent après, parce que très souvent en Afrique, les cadets académiques vont vers les aînés pour prendre des conseils, soit pour être suivis. Et quand un cadet académique vient vers vous et que vous avez suivi cette je ne sais pas si je dois appeler ça cette injustice, vous avez tendance à poser la question à l'étudiant, pourquoi il choisit ce thème? Est-ce qu'il pense que ce thème va l'amener jusqu'au bout? Et là, j'ai pris mon cas. Il y a bien d'autres cas parce qu'il faut souligner que quand on nous sélectionne en 2020, on a des aînés académiques qui font également partie de la vague qu'on sélectionne en 2020. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes en 2023, ce sont les étudiants qu'on a sélectionnés qui ont déposé les dossiers de sélection en 2014 qui soutiennent en fin 2023. Donc, vous voyez que cette durée de formation dissuade les étudiants à choisir des thématiques qui ne peuvent pas leur apporter des perspectives de vie active, comme par exemple la francophonie. Et autre chose, nous avons les obstacles axiologiques. Très souvent, les thématiques liées à la francophonie en Afrique noire francophone sont considérées comme des sujets sexués. Ce sont des sujets qui concernent beaucoup plus les femmes. C'est des femmes qui s'intéressent aux thématiques liées à la francophonie, par exemple. Les hommes s'y intéressent. Moi, j'ai, par exemple, parcouru quelques mémoires à l'Institut des relations extérieures du Cameroun, abrégé IRIC, sur 2000 mémoires consultées et 167 thèses. Il n'y a aucune thèse sur la francophonie. Sur les 2000 mémoires, il y a 38 mémoires produites sur la francophonie. Et parmi les 38 mémoires, 23 ont été produits par les femmes. Le reste, ce sont des hommes. Et également, il y a des biais expérimentaux, notamment le choix des encadrants. Parce que très souvent, quand un étudiant arrive en cycle recherche, en fin de cycle recherche, master, l'étudiant choisit un enseignant en fonction de son expérience extra-académique. Autrement dit, si l'étudiant choisit un enseignant qui travaille dans en plus d'être enseignant, qui travaille peut-être dans le parapublic parce qu'il envisage négocier avec le directeur afin qu'il soit recruté dans son lieu de service, dans le service où il travaille. Et donc, comme en sciences politiques, très peu ont une expérience dans la gouvernance francophonique. Et donc, d'office, l'objet francophonie est écarté. Et aussi, nous avons le caractère nous-mêmes de l'objet francophonie. Pour que les étudiants soient intéressés par un objet, il faudrait également vivre cet objet. Or, l'objet francophonie en Afrique francophone, ou alors la francophonie elle-même, est saisie seulement à travers peut-être les Jeux olympiques. C'est où on sent que il existe quelque chose comme la francophonie dans le monde. Les Jeux de la francophonie, le sommet de la francophonie, les visites officielles ou les élections au sein de l'organisation. Dès que ce moment passe, on oublie l'objet, on oublie la francophonie. Et enfin, nous avons les bibliothèques. J'ai parcouru la plupart des universités publiques. J'ai remarqué qu'il y a peu de documents sur la francophonie. Par conséquent, les étudiants s'y intéressent moins. Or, il s'agit d'un objet très ouvert, un objet
pouvant être abordées différemment. À l'IRIC, par exemple, j'ai recensé quelques thématiques qui intéressaient les étudiants. D'abord, les missions de la francophonie. J'ai environ sur les 38 mémoires, 14 concernent les missions de la francophonie. Donc, il y a les missions de la francophonie. Les étudiants peuvent s'intéresser à la coopération multilatérale de la francophonie, l'action publique de la francophonie, le fonctionnement de la francophonie, les activités ludiques de la francophonie, l'influence de la francophonie dans la gouvernance des États, les dynamiques intégratives de la francophonie. Et il y a également ceux qui sont moins ou pas du tout explorés. Par exemple, les mécanismes Il vous reste 3 de minutes. des dirigeants de la francophonie. D'accord, je serai dans le temps, madame. Merci. Les rapports de pouvoir au sein de la francophonie, le positionnement des acteurs étatiques au sein de la francophonie, l'histoire de la francophonie, la place de la francophonie à l'ère de la montée en puissance du sentiment anti-français. Donc voilà quelques axes dont les étudiants pourraient, n'est-ce pas, s'intéresser. Il y a suffisamment, c'est un champ très ouvert, je dirais même encore vierge, du moins en Afrique noire. Et je me suis dit qu'il fallait faire quelques propositions. Comme proposition, j'ai suggéré que les dirigeants de la francophonie mènent par exemple une diplomatie souterraine visant, n'est-ce pas, à proposer aux doyens, aux ministres, aux enseignants des programmes liés à la francophonie, parce qu'il faut dire, par exemple, en ce qui concerne les enseignants, ici, chaque enseignant construit son cours en fonction de ses connaissances. Donc, une diplomatie souterraine en ce sens pourrait, n'est-ce pas, faire connaître, vulgariser l'objet francophonie. Ensuite, il y a l'investissement dans la sensibilisation et les activités culturelles au sein des établissements scolaires et universitaires. Voyez-vous, par exemple, à l'université des Yaoundé 2, soit quand vous entrez, à quelque part, vous avez un bâtiment qui a été, n'est-ce pas, loué par la branche culturelle de la langue turque. Et même les nouveaux étudiants qui entrent à l'université, et même ceux qui y sont déjà, suscite, n'est-ce pas, une certaine curiosité à savoir qu'est-ce qu'il en est, ceci, cela. Et après ce bâtiment, quelques mètres quelques mètres après, vous avez le grand bâtiment, l'Institut Confucius, où on enseigne le mandarin et tout et tout. Ça fait en sorte on constate que les autres pays, les autres acteurs culturels, même une certaine diplomatie stratégique dans l'optique de vulgariser leur langue comparativement au français, bien qu'il soit parlé partout, mais on tend à perdre les référents linguistiques. Et troisième point, nous avons l'organisation des activités de bénévolat et de stages de vacances qui font en sorte que les étudiants, qui peuvent faire en sorte que les étudiants rentrent, n'est-ce pas, fassent corps avec l'objet francophonie. Et enfin, l'approvisionnement des bibliothèques universitaires en documents sur la francophonie sous forme de dons. Donc voilà, en quelque sorte, j'ai censé comme idée. Donc merci, je reste disponible pour les questions. Merci beaucoup, M. Somba. Vous avez vraiment tenu le délai. Alors, comme, oui, alors je vois sur la liste des participants de la SOCSI, François-Guillaume Tabimanga ne sont pas là. Je crois que M. Tabimanga a un problème de connexion. Il a essayé de contacter Mme Dan. Mais là, de la SOCSI, je ne vois pas. Bon, je pense que là, maintenant, je vais peut-être passer la parole à Jean-François Payette. Hein? Comme ça, est-ce que tu veux venir ici ou non? Non, ah oui, c'est vrai, tu n'as pas oui, de... C'est bon. Voilà, tu as la parole là. Merci. Merci pour cette invitation. En fait, c'est une commande que l'on m'a passée où on m'a demandé d'aborder la question des théories des relations internationales et de l'objet francophonie.
qui est donc un contrat assez lourd, parce que tous ceux qui connaissent un peu les relations internationales et les théories des relations internationales savent qu'on peut nager pendant des heures pour essayer de les expliquer, de les comprendre, de les présenter. Alors, je vais essayer d'être vraiment succinct, ce qui va être tout un défi, parce que simplement en notes, j'ai une 20aine de pages. Alors, je vais essayer d'être le plus concis possible. En fait, est-ce que, à travers les théories des relations internationales, la francophonie peut être considérée comme un objet comme les autres? La réponse courte à cette question est évidemment non. Et la réponse longue est également non. À tort ou à raison, épistémologiquement, les théories des relations internationales ont grandement sous-estimé cette catégorie d'activités extérieures, n'abordant que de manière parcimonieuse le rôle, la place ou encore l'action internationale d'organisations comme la francophonie. Nous pourrions dire que le champ des relations internationales minimise l'importance d'une entité comme la francophonie, car elle n'aurait pas ontologiquement les qualités requises pour être considérée comme un véritable acteur du système international. Le questionnement auquel je tenterai de répondre, donc, dans le cadre de cette courte intervention, est double et complémentaire. D'une part, qu'est-ce que les théories des relations internationales peuvent nous dire, nous révéler sur l'objet francophonie? Et inversement, qu'est-ce que la francophonie peut nous dire, nous révéler sur les théories des relations internationales? Le premier constat que l'on peut poser est celui du rôle de la francophonie en relations internationales, qui semble épistémologiquement occulté en vertu de postulats ayant longtemps dominé la discipline. Il faut d'emblée rappeler que la discipline des relations internationales fut profondément marquée d'une part par l'ordre westphalien, c'est-à-dire par les principes de souveraineté dite interne et externe, issus des traités de paix de Westphalie en 1648, et qui allaient délimiter le système international, et d'autre part par le paradigme réaliste. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'approche réaliste s'est imposée comme paradigme dominant, voire hégémonique en relations internationales. À ce titre, la plupart des chercheurs, même ceux qui adressent au réalisme les critiques les plus sévères, ne peuvent s'empêcher de se reconnaître dans cette affirmation de Martin White: de nos jours, nous sommes tous réalistes. Bien que ce paradigme regroupe plusieurs variantes sous son enseigne, réalisme classique, néo-réalisme, réalisme néoclassique, réalisme constructivisme, plusieurs prémices restent globalement partagées de tous, dont le principe statocentriste qui veut que l'État soit le principal acteur du système international, ou encore que le système international est anarchique, faute d'une autorité supranationale capable d'arbitrer les conflits. Inflexible sur ces points, la logique réaliste laisse donc dans l'ombre les phénomènes ou les acteurs jugés secondaires, principe qui, pour une organisation comme celle de la francophonie, résonnera dans l'ensemble du champ disciplinaire, cette organisation ayant avant tout pour mission la coopération entre les pays francophones. Ce qui nous amène à un second modèle, la vision libérale, qui, elle non plus, n'échappera pas davantage au principe statocentrisme, qui va donc être présent dans les relations internationales. Rappelons que c'est particulièrement sur la question de la sécurité et de la coopération que les réalistes et les libéraux s'opposent, et non sur la question de la domination de l'État en relations internationales. La vision pessimiste du système international des réalistes se voit remplacée chez les libéraux par une vision optimiste, où il est possible de prévenir la guerre et d'instaurer une paix durable grâce en particulier à la libéralisation du commerce. À ce titre, l'Organisation internationale de la francophonie organise des missions économiques et commerciales dans le but de favoriser les opportunités d'affaires et d'investissement entre les pays francophones à travers l'organisation de missions s'adressant autant à des opérateurs économiques qu'à des institutions en provenance de l'ensemble des régions francophones de la planète. La francophonie se voit donc ici investie d'une mission économique s'établissant comme un lieu, un moteur de coopération où le commerce entre pays francophones serait la pierre d'achat. Toutefois, concrètement, les effets et la portée réelle de ces initiatives sont modestes, voire idéalistes. Car il n'existe qu'une loi économique qui explique la gravité commerciale, c'est-à-dire l'attractivité économique entre les pays, la taille des pays et la distance qu'ils y ont entre eux. Plus les pays ont une grosse taille économique, plus ils ont besoin d'importer et d'exporter, plus ils sont proches, plus ça facilite les échanges. Pour s'en convaincre, on a simplement à regarder les 10 principaux partenaires économiques de la France. Il n'y en a que 2 qui parlent en français. 8 sont européens. Et sur les 10 principaux, 8 font partie des 20 premières puissances économiques du monde.
Donc, la langue n'étant qu'un vœu pieux hors de la rationalité économique pour les questions d'échange. Au tournant des années 70, certains chercheurs partiront à l'assaut de l'édifice du tout à l'état analytique et tenteront donc de rompre avec cette tradition de recherche statocentriste. D'un côté, les néo-marxistes et de l'autre, les transnationalistes chercheront à introduire de nouvelles variables dans l'analyse des relations internationales. Pour les néo-marxistes, l'entreprise était audacieuse car ils chercheront à introduire une nouvelle ontologie des relations internationales, puisque pour eux, les acteurs des relations internationales ne sont pas principalement les États, mais les classes, l'État n'étant qu'une superstructure au service des intérêts des classes dominantes. Quant au système international, nous rappellera Dario Battistella, il est d'abord un marché mondial dont la structure n'est pas déterminée par les rapports de puissance, mais par les rapports de production et d'échange entre le centre et la périphérie. Si ces rapports de production et d'échange entre les centres et les périphéries est historiquement présent entre certains membres de l'Organisation internationale de la francophonie, pour analyser aujourd'hui cet objet francophonie, les variables épistémologiques nous semblent loin de notre objet d'étude, puisqu'il s'agit d'une organisation d'État qui s'est donnée pour mission de promouvoir le français et la coopération entre pays francophones, alors que le modèle tendrait à nous faire analyser les superstructures dans les anciennes relations coloniales centre-périphérie. À ce titre, les transnationalistes paraissaient plus prometteurs, avec des objectifs disciplinaires, disons, plus modestes. Ils semblent s'approcher davantage peut-être de notre objet d'étude. Puisque leur but consistait en grande partie à faire admettre dans le champ d'étude de nouvelles catégories d'acteurs, ils se sont donc efforcés d'enrichir la discipline, par exemple, d'acteurs non gouvernementaux ou encore de groupes de pression. La Seconde Guerre froide, donc de 1975 à 1984, endiguera toutefois ce courant dans sa lancée, ce qui profitera aux néo-réalistes et remis au premier plan donc des rapports entre États. Alors que la démarche transnationale revient à l'ordre du jour avec la dislocation de l'Union soviétique dans les années 85-90, James Rosno aux États-Unis, Bertrand Badi, Marie-Claude Smoot en France proposeront dans les années, donc dans cette période, cette réflexion transnationale et s'efforceront de démontrer comment le monde est entré dans une ère post-westphalienne dans laquelle il faut prendre en considération d'autres acteurs que simplement les États souverains. Au cœur de leur réflexion, ces auteurs notent une multiplication donc des acteurs en relations internationales et une certaine turbulence de l'ordre mondial établi. Cette crise de l'État-nation, rappellera Jean-François Thibault, renvoie à un éclatement tout azimut des allégeances qui se doublera d'une crise de la souveraineté, fondement du système westphalien. Ainsi, les multiples identifications supranationales comme les accords économiques et les diverses mobilisations micro-communautaires entraîneraient une crise qui s'illustre par l'émergence des relations internationales dans l'espace monde et qui échapperait en tout ou en partie, nous disent Badi et Smoot, au contrôle et à l'action médiatrice des États souverains. Ce flux transnational, poursuit Thibault, qui correspond à des réalités complexes et particulièrement variées, ne trouve leur unité que dans leur fonction de contournement de l'État. Cette logique de déviation peut être le résultat de la structure des espaces économiques, par exemple dans les échanges que l'on peut faire entre pays. Elle peut aussi refléter une agglomération de décisions et de choix individuels qui respectent une rationalité beaucoup plus entrepreneuriale. Ces flux transnationaux, donc, favoriseraient l'éclatement des collectivités nationales. En conséquence, cette approche nous permettrait davantage de comprendre les difficultés que rencontrent les pays francophones face à des défis comme la découvrabilité des contenus francophones à l'ère du numérique ou encore à la dégression des publications savantes en français au profit de l'anglais, c'est-à-dire les défis auxquels doit faire face la francophonie, plutôt que de comprendre la francophonie comme objet d'étude en lui-même. Dans les décennies marquées par les débats opposant néo-réalistes et néolibéralistes dans les années 80-90, courants qui confirmeront encore une fois la suprématie de l'État dans le système international, l'approche constructiviste se présente comme une solution de rechange à ce débat néo-néo. Alexander Venn, considéré comme le père de ce courant, résumera ainsi les deux principales prémices de cette approche. 1. Les structures de l'association humaine sont déterminées principalement par des idées partagées plutôt que par des forces matérielles. Et 2. Que les identités et les intérêts des acteurs sont déterminés et construits, si on veut, ces idées partagées donc par une certaine subjectivité. L'approche semblait prometteuse, mais elle s'avère pour plusieurs observateurs rapidement décevante car les constructivistes demeurent très traditionnels sur un point fondamental. Ils placent toujours l'État au centre des analyses.
Notons tout de même dans la foulée l'apparition de nouveaux courants, toujours sous l'enseigne du constructivisme, qui chercheront à se démarquer de l'approche dominante. Soulignons par exemple l'apport important au débat disciplinaire des relations internationales de l'école de Copenhague et de l'école critique, qui inclut entre autres l'école de Paris. La première variante cherche à élargir et approfondir la notion de sécurité en relations internationales, mais toujours dans une démarche analytique statocentriste. La seconde variante, quant à elle, intègre la question du discours ainsi que des multiplications de facteurs sociologiques qui eux-mêmes produiraient les identités, les intérêts et les pratiques des acteurs dans l'environnement international, mais essentiellement, tout comme dans l'école de Copenhague, dans l'optique d'un approfondissement des questions de sécurité. Si toutefois, contrairement à l'école de Copenhague, le courant critique introduit dans l'analyse des acteurs autres que l'État central, l'objectif demeure tout de même la poursuite d'une meilleure intellection du phénomène de sécurité. Et c'est autour donc de ces enjeux que s'articulent pour ces approches les paramètres de recherche et non sur les questions de relations internationales dans leur globalité ou sous différentes formes et manifestations. La question que l'on peut se poser ici, est-ce qu'un modèle qui cherche une meilleure compréhension des enjeux de sécurité, notamment à travers l'intersubjectivité dans le système international, peut réellement nous aider à comprendre l'objet francophonie? En fait, à moins de torturer l'ontologie de ces approches, les théories plus classiques des relations internationales semblent nous fournir peu d'outils épistémologiques capables d'analyser cet objet et d'ordonner la multitude de missions qu'une organisation comme la francophonie s'est donnée. Il semble donc qu'il faille se tourner vers les théories alternatives pour capturer, selon les mots de Karl Popper, cet objet. 4 théories retiendront ici notre attention, donc très rapidement. La théorie décoloniale ou post-coloniale, les théories féministes, le soft power et la paradiplomatie. Pour ce qui est des théories postcoloniales, selon plusieurs auteurs, les théories postcoloniales ou décoloniales font partie en fait de la famille théorique postmoderne, qui se caractériserait par une lecture conceptualisée des idées et des groupes. Inspiré de Fanon, Saïd, Memmi, Foucault, Bourdieu, Derrida, il sera question dans ces modèles de conditions où les relations de pouvoir et de production du savoir sont produites et nécessairement inégales. Certains auteurs, entre autres, parleront de conditions autour de l'expérience de migration, d'esclavage, de suppression, de résistance, de représentation, de différence, de race, de genre, de lieu, en réponse au discours dominant, par exemple, de l'Europe impériale. Selon Isabelle Côté, dans le développement des théories postcoloniales, postcoloniales, le contexte étudié sera déterminant, car l'expérience de la colonisation aurait été variable d'une région à une autre par des objectifs différents, par la durée différente, par des conditions donc coloniales qui sont différentes de façon globale, ce qui pourrait expliquer pourquoi certaines anciennes colonies françaises, par exemple, font partie de l'OIF et d'autres refusent toujours de faire partie de cette organisation. On peut penser ici à l'Algérie. Ajoutons que plusieurs effets de la colonisation se feraient toujours ressentir aujourd'hui dans plusieurs sphères de la vie citoyenne d'anciennes colonies. Certains auteurs proposeront l'utilisation, par exemple, du terme postcolonial pour décrire une réalité qui irait bien au-delà du marqueur historique de rupture qui s'incarne généralement à travers l'indépendance politique de ces anciens territoires colonisés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les théories postcoloniales s'intéressent aux effets toujours présents de ces expériences. Elle se concentre sur les multitudes de façons à travers, entre autres, la langue, les valeurs, les coutumes, les positions de pouvoir, les frontières qui sont toujours présentes suite aux colonisations, à travers lesquelles la colonisation se perpétue dans la vie quotidienne des gens et sur la manière dont il est resté et contesté. Un exemple de ce trait, en Algérie, l'anthropologue Gilbert Grand-Guimond, les gens d'origine socialement modeste ne cèdent pas facilement à l'arabisme total, car ils savent que leur progéniture aurait de la difficulté à trouver du travail. Ainsi, les théories postcoloniales peuvent référer aux relations de pouvoir toujours bien présentes, par exemple entre la France et ses anciennes colonies, à travers l'institutionnalisation de la francophonie, qui expliquerait pourquoi la France est le principal pourvoyeur de l'OIF, pourquoi la francophonie fait partie intégrante de sa politique étrangère, pourquoi la France essaie de conserver une influence dans ses anciennes colonies. On a j'ai en tête certaines phrases sur lesquelles je pourrais revenir un peu plus tard. Sur la question des théories féministes, les théories féministes, également désignées comme étant les théories de genre, mettent l'accent, quant à elles, sur les impacts des différences entre les hommes et les femmes pour les structures et la sécurité.
Elles estiment que les uns et les autres pensent et agissent différemment face aux enjeux internationaux. Bien que plusieurs courants théoriques traversent les études féministes, deux retiendront ici notre attention. La première, dit critique, soutient que l'inégalité entre les genres est cause d'insécurité pour les femmes et que la recherche de paix devrait aussi intégrer davantage les femmes donc dans les décisions. À ce titre, l'un des objectifs de la stratégie pour la francophonie, pour la promotion de l'égalité femmes-hommes, est d'assurer la participation effective des femmes à la gouvernance et à la prise de décision dans les processus de paix. L'OIF développe également des activités visant à renforcer les capacités de la francophonie et des femmes impliquées dans la préservation, la médiation et la gestion de crise et de conflits. Le deuxième courant qui retient ici notre attention est celui résolument postmoderne. Dans cette optique, la menace de sécurité provient de la dynamique de puissance et de hiérarchie fondée sur la violence et les inégalités intrinsèquement gentrifiées. Le Fonds de la francophonie, pour elle, de l'OIF, par exemple, a précisément pour objectif général de lutter contre la discrimination et la violence face aux femmes, tout en renforçant l'accès des femmes au développement économique, à l'éducation, à la santé, tout en les protégeant contre toute forme de violence et qui les empêche et les contraint. Petite anecdote. Jean-François. Oui. J'ai presque terminé. D'accord, okay. Merci. Mais très rapidement. Okay? En décembre 1998, le premier ministre français Lionel Jospin et le premier ministre du Québec Lucien Bouchard annoncent la création d'un groupe de travail franco-québécois sur la diversité culturelle. En avril 2002, ce groupe présente une étude sur la faisabilité juridique d'un instrument international sur la diversité culturelle. Dans la foulée, à l'automne de la même année, à l'occasion du 9e sommet de la francophonie qui se tiendra à Beyrouth, Bernard Landry, alors premier ministre du Québec, introduisit le thème principal du sommet, la diversité culturelle. La francophonie deviendra, au terme de cette réunion, la première organisation internationale à se prononcer formellement en faveur d'un traité sur la diversité culturelle et à demander à l'UNESCO de se saisir du dossier. Tout au long de l'évolution de ce dossier, jusqu'à l'adoption de la Convention en octobre 2005, puis à la mise en œuvre en 2007, le Québec, la France et la francophonie joueront un rôle déterminant, multipliant les initiatives et les interventions pour que l'UNESCO s'occupe de la diversité culturelle. C'est ce qui m'amène au troisième modèle alternatif, parce que c'est un exemple qui témoigne en faveur d'une capacité d'influence en relations internationales des acteurs francophones. C'est en quelque sorte ce que Joseph Nye conceptualisera dans les années 90 comme étant le soft power, c'est-à-dire la capacité d'un acteur à influencer le comportement, les décisions ou encore les orientations d'un autre acteur. Concernant le Québec, pourtant simple État national non souverain, cet épisode témoignera en la faveur d'une étude du British Council publiée en 2018 qui classait le Québec comme au premier rang mondial des États fédérés avec la capacité d'influence dans le système international. Et à ce titre, là, je n'ai pas le temps d'aborder la troisième théorie, qui est la quatrième théorie, qui est la paradiplomatie, dans laquelle, justement, les acteurs non souverains développent des politiques étrangères parallèles. Et comme le faisait remarquer l'ancien recteur Guillaume, la francophonie est un tremplin extraordinaire, une vitrine pour des États non souverains, comme justement le Québec, dans lequel Marc Chevrier a discuté tout à l'heure, dans lequel on a eu une place assez exceptionnelle. Et je vous laisse là-dessus parce que j'ai dépassé un peu mon temps. Mais bon. Je m'excuse, mais c'est très bien. Bon, là, Monsieur Sorzi est présent. Oui, vous... Ah, il faut que je vous... Ouais, c'est ça. Alors, je vous envoie... Alors, il faut que vous activiez votre micro. Ah. Là, c'est bon? Très bien. Alors, bonjour. Bonjour. Merci vous avez un quart d'heure, hein? Oui, je sais. Merci de me donner la parole. Rapidement, je vais commencer parce que ici il y a incessamment des coupures de courant, ce qui ne me permettra pas d'être en ligne à chaque moment. Alors, je crois qu'on connaît déjà mon thème, mon sujet, c'est la francophonie, une simple passerelle linguistique ou une plus-value axiologique. Je précise que je suis docteur Léla Sorci
philosophe éthicien, spécialité éthique et philosophie politique. Alors, il faut dire que si la francophonie a gagné l'admiration de certains, elle n'a pas cessé d'être au cœur des polémiques et des critiques chez d'autres. Sa mission et ses attributs n'ont toujours pas recueilli le consensus et l'adhésion de tous les acteurs et membres. Pour certains, en effet, elle est une institution qui offre aux communautés qui y adhèrent un espace de partage culturel et un réseau linguistique, reflet d'une identité autour de la langue française. Pour d'autres, elle demeure cependant un instrument géopolitique et néocolonial fort, car un peuple peut perdre ses atouts linguistiques locaux et son identité lorsqu'il ne promeut que les langues exogènes. Faire le point sur les discours tenus sur la francophonie reviendrait non seulement à montrer les conquêtes sociales et géographiques de la langue française, mais aussi à faire ressortir les critiques et défis globaux auxquels sont confrontées l'organisation elle-même, d'une part, et les États membres, d'autre part. Notre article, dont l'objectif principal est de questionner les insuffisances de la francophonie dans la recherche du bien-être des peuples africains membres, se veut être une critique de l'institution. Il pose le problème des difficultés de la promotion des langues endogènes de ces peuples face à la langue française qui gagne de l'espace. Il répond à la question principale suivante. Au-delà de sa capacité à rassembler des communautés autour de la langue de Molière, la francophonie ne doit-elle pas promouvoir d'autres valeurs dont la prise en compte favoriserait non seulement la vulgarisation des langues locales, mais aussi le bien-être des peuples africains membres? Cette question, quoiqu'intelligible, nécessite pour être élucidée et traitée deux autres. La première, question spécifique, en quoi la mission de la francophonie constitue-t-elle une entrave à la valorisation des langues locales des pays africains qui lui sont membres? La deuxième question spécifique, à quelles conditions la francophonie, dans son élan, peut-elle constituer pour l'Afrique francophone un véritable facteur de développement et de promotion des langues endogènes? Nos analyses qui s'articulent autour de ces questions partent de l'hypothèse principale selon laquelle, pour assurer un progrès de ces pays membres et éviter que les langues de leur peuple ne demeurent pas dans l'ombre de la langue française, la francophonie doit renouer avec les valeurs de respect, de reconnaissance, de réciprocité et de justice. Parlant de réciprocité, je devrais être avec vous à Lyon, mais il s'est fait que l'ambassade de France ne m'a pas du tout facilité la tâche. On me donnait le visa la veille du début du colloque, ce qui ne m'a pas permis d'être avec vous. Et il y a un certain nombre d'inégalités qui régit la relation effective entre la France et le Togo, par exemple, mon pays natal. La francophonie, prise dans ses objectifs actuels, œuvre essentiellement, et ça on doit le dire, dans l'intérêt de la langue française. La francophonie est un instrument du ministère de la coopération du gouvernement français. À l'hypothèse principale s'ajoutent logiquement deux hypothèses secondaires. La première est que la francophonie rallie à sa cause des peuples africains qui, paradoxalement, peinent à vulgariser leur système linguistique dans le but exclusif de populariser la langue de Molière. La deuxième hypothèse secondaire est que la francophonie ne peut contribuer efficacement au développement des pays africains membres que si elle œuvre à valoriser les langues de ces pays d'une part, à assainir les relations entre la France et les francophiles, tout en facilitant une sincère intégration
et une franche collaboration. Il ressort de ces hypothèses que notre article vise spécifiquement deux objectifs. Montrer les limites de la francophonie dans la promotion des atouts linguistiques de ces pays membres et préciser les conditions de vulgarisation des langues des pays africains membres de la francophonie et de promotion du développement de ces pays. Alors, pour atteindre ces objectifs, j'ai articulé ma réflexion sur deux grands axes. Bien évidemment, le premier axe met en exergue les limites de la francophonie dans la promotion des atouts linguistiques des pays membres. Et je précise qu'il s'agit du cas de l'Afrique francophone. Et donc, dans mon deuxième axe, je mettrai en évidence les conditions axiologiques. Étant donné que je suis éthicien, je voudrais mettre l'accent sur les conditions axiologiques de vulgarisation des langues des pays africains francophones et d'intégration sociale. Alors, très rapidement, pour résumer mon premier axe, qui est en même temps le premier chapitre de mon développement, je dirais que la plus grande limite de l'OIF est donc qu'elle a expressément mis de côté la promotion des langues des peuples membres en général et des pays africains francophones en particulier dans sa politique de promotion des cultures. La langue française étant incapable de traduire toutes les pratiques culturelles, il est impératif que les langues des peuples dont l'OIF fait la promotion de leur culture soient prises en compte, écrites, enseignées et vulgarisées. Dans mon pays, par exemple, on punit les enfants au cours primaire s'ils parlent leur langue maternelle. Ils sont punis. Ils portent en guise d'humiliation un signal au cou avec des escargots et des animaux, des crustacés morts. Et jusqu'au jour où il va commencer par parler français. Et donc, depuis les cours maternels jusqu'à l'université, c'est le français qui domine et on n'enseigne pas nos langues maternelles à l'école. Et là, le deuxième axe, qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'éthicien? Je suggère que la francophonie, dans son rapport avec les États africains, parce que je le précise très bien, la francophonie est un instrument de la France, doit ressusciter ou doit créer une atmosphère de réciprocité. Et si la francophonie veut vraiment émerger et être une institution respectable, une institution qui aide l'Afrique, elle doit renouer avec les valeurs de respect, de reconnaissance, de justice et de réciprocité. En conclusion, je dirais simplement que il importe de retenir que si l'OIF ne change pas de paradigme, elle ne sera aux yeux des pays francophones qu'une simple passerelle linguistique, plutôt que d'être un véritable cadre d'intégration, d'épanouissement et de développement effectif de tous les pays membres. Si elle ne cesse d'instrumentaliser les pays membres en mettant en place les politiques franco-centristes, camouflées ingénieusement par des programmes culturels qui ne tiennent pas compte de la promotion des langues locales de ces pays, elle risque de démotiver et de désenchanter. Il lui faut donc, pour favoriser l'intégration effective, j'insiste sur l'effectivité de cette intégration des peuples et garantir aussi bien la survie de la langue de Molière sous d'autres cieux que celle des langues des peuples membres, fonder ses actions sur 3 valeurs, à savoir la reconnaissance, le respect et la justice. La langue étant la clé d'une culture, la francophonie doit, au moment où elle œuvre pour que tous les peuples adoptent la langue française, déployer un programme sérieux de protection, d'études et d'enseignement des langues endogènes de ces pays membres. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Alors, il est 13 heures. Peut-être, je vais ouvrir le débat. Juste 2 questions, peut-être. Non, parce qu'il n'a pas pu se connecter, en fait. Oui, c'est ça. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, oui, que il y a un autre intervenant en ligne nous a informé qu'il ne pouvait pas se connecter. Voilà. Il nous a envoyé une vidéo, mais là, techniquement, je ne peux pas le faire maintenant. Alors, je vous propose un petit débat. Bon, compte tenu du temps, peut-être 2 ou 3 questions très, très rapides, bon, avec des réponses courtes. Oui, Monsieur Lavorène, est-ce que vous pouvez... oui. Oui, je me fais entendre, non, c'est pas? Nous, oui, mais je ne sais pas en ligne. Nos intervenants. Ouais. C'est ça. Ma question va être très rapide. Qu'est-ce que vous pensez tous de l'arrivée de l'intelligence artificielle qui va modifier, en somme, le parler, la transmission d'une langue, puisque un robot vous comprendra immédiatement et pourra parler votre langue immédiatement. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas. Oui. En fait, l'une des problématiques que l'on oublie relativement à l'intelligence artificielle, et je ne suis pas du tout un spécialiste, elle peut vous parler en français, mais elle réfléchit en anglais, si on peut dire qu'elle réfléchit. Elle est programmée, structurée en anglais. Ben, je ne sais pas si ça ne va pas durer, mais c'est quand même un problème de fond. Et ça rejoint ce débat que l'on a depuis, au moins cette réflexion que l'on a depuis une dizaine d'années avec la question de la découvrabilité des contenus francophones. Lorsqu'on fait de la recherche, tout de suite, c'est en anglais, beaucoup plus donc que ça émerge. Et on travaille là-dessus au Québec, entre autres, en France, et ailleurs. En fait, ça doit être une problématique qui touche toutes les langues sauf l'anglais. Toutes les langues du monde devraient se dire on a un problème présentement parce que c'est l'hégémonie d'une seule contre tous les autres. Et c'est ce qui se produit actuellement. Il y a une phrase de Pierre Bourgault là, que Marc connaît également, un grand intellectuel québécois, indépendantiste, qui disait « Lorsque je défends le français ici, chez nous, je défends toutes les langues du monde contre l'hégémonie d'une seule. » Et l'intelligence artificielle, la découvrabilité des contenus pour nous, francophones, est une grosse problématique qu'il y a et qui ne facilite pas, en fait, la promotion, la défense de d'autres langues à travers le monde. Oui, Monsieur Chevrier. Oui, j'ai en fait 2 questions pour Madame Corinne Rénal-Astier. Ma première question est sans doute très naïve. Est-ce qu'on peut vraiment apprendre une langue strictement par Internet? Que dit votre discipline? Deuxième sous-question, qui a un lien avec certaines des questions soulevées aujourd'hui. En didactique des langues, vaut-il mieux apprendre d'abord une langue maternelle et ensuite une seconde langue, troisième langue? Ou peut-on concurremment, chez les enfants, enseigner 2 langues en même temps? Alors, qu'est-ce que dit votre discipline? Alors, pour la première question, est-ce qu'on peut apprendre avec Internet? Je ne sais pas. Oui, on a besoin d'un enseignant, certainement, mais avoir des ressources quand on n'est pas en contact avec la langue. Là, tout à l'heure, je parlais du Swatini. Le français est très peu présent. Donc, comment enseigner une langue quand on n'a pas de projection dans cette langue, quand on ne peut pas la parler, quand on ne peut pas l'écrire? À quoi ça sert, en fait, à part dire bonjour dans la classe et voilà, échanger avec ses camarades. Donc oui, Internet permet quand même d'avoir accès à de nouvelles ressources et puis à peut-être recontextualiser, échanger avec d'autres pays francophones, d'autres enfants francophones, pas forcément en France, mais en Afrique subsaharienne par exemple. Donc oui, Internet est utile quand même pour l'apprentissage du français, je pense, et de toutes les langues.
Pour la deuxième question, est-ce qu'on peut apprendre plusieurs langues en même temps? Je pense que oui. Voilà, c'est pas ma spécialité, l'acquisition des langues, c'est pas ma spécialité. Il y a des chercheurs qui travaillent justement là-dessus pour voir est-ce qu'on mélange, les enfants mélangent les langues, etc. Non, il a été démontré qu'on mélange pas du tout les langues et qu'on peut apprendre plein de langues en même temps et qu'il n'y a aucun problème. On parle aujourd'hui de répertoire langagier, en fait. On peut avoir des compétences en français qui sont, par exemple, vous connaissez les échelles du cadre européen? Voilà, ça vous dit quelque chose. Donc voilà, on peut avoir, par exemple, des compétences en français à l'écrit qui sont de niveau A1, à l'oral de niveau A2, et on va avoir des compétences, par exemple, en lingala qui sont plutôt des compétences B2, à l'écrit, à l'oral niveau A0. Enfin, voilà, on parle plus de répertoire langagier. On n'est pas des monolingues, des blocs de monolingues, mais on passe d'une langue à l'autre, on code switch en quelque sorte entre les langues. Et voilà. Et du coup, non, il n'y a pas de problème pour apprendre plusieurs langues en même temps. Ouais. Je crois qu'il y a aussi un autre aspect, ce que vous voulez dire. Est-ce qu'on va commencer par la langue maternelle, c'est ça? Oui, c'est pour l'apprendre de manière séquentielle. Je commence par la langue maternelle, c'est le français. Ensuite, en français. Où est-ce qu'on peut carrément les enseigner tout en même temps dès le plus jeune âge? Oui, je pense qu'il y a des couples mixtes, je ne sais pas, peut-être que d'autres pourront témoigner. Il y a des couples mixtes où les enfants apprennent à la maison les langues du papa et de la maman en même temps et tout. Oui, je pense qu'on peut. En tout cas, il y a toujours des allers-retours entre les langues dans l'apprentissage. Les enfants comparent aussi et l'apprentissage d'une langue enrichit l'autre. Enfin, il y a des transferts, des transpositions didactiques d'une langue à l'autre. Donc, D'accord, merci. Je crois, Monsieur Sorzi, vous... Oui, je voudrais poser une petite question à notre cher collègue qui avait posé la question par rapport à l'intelligence artificielle. Et je voudrais savoir, nous, on est dans un autre monde carrément ici, en Afrique, où l'intelligence artificielle n'est pas développée, on en parle peu, on n'en parle même pas. Et est-ce que le jargon et les déclinaisons des langues seront aussi prises en compte par ce logiciel, par cette intelligence artificielle? C'est difficile de vous répondre parce que tous les jours, ça évolue. C'est très difficile de vous répondre parce que tous les jours, on évolue là-dedans, mais j'ai l'impression qu'on y arrivera. On y arrivera, tôt ou tard. Mais c'est à la fois réjouissant et inquiétant. Très inquiétant même. Oui, c'est bien. Dernière question? D'accord. Ah, oui. L'avant-dernier. D'accord. Merci, c'est Manuela. En fait, il demandait si on pouvait apprendre d'abord la langue maternelle et ensuite d'autres langues. Ce que je veux ajouter, c'est que, en fait, la langue maternelle, on ne décide pas de l'apprendre. C'est la première langue qu'on apprend tout de suite. Donc, c'est pas une question qui se pose, on l'apprend tout de suite. Et peut-être une chose aussi que je veux ajouter, c'est qu'un enfant, selon son environnement linguistique, l'environnement dans lequel il grandit, il pourrait avoir plus d'une seule langue maternelle. Voilà. Oui. Je ne sais pas si ça a pu aider. Merci. Oui. Il existait des classes bilingues. Il existait autrefois des classes bilingues. Et elle partait du principe qu'effectivement, on parlait d'abord ces langues et qu'on apprenait ensuite le français. Le mot. Bien sûr. En fait, c'est que la seule procédure qui n'est pas apportée, c'est que pour ce qui est de la langue maternelle, il n'y a pas de choix qui est fait. C'est la langue qui va apprendre. C'est vrai. J'avais une question, puis il y a peut-être un commentaire. Pour Madame Reynal Estier, je voulais savoir, est-ce que les participants, les enseignants que vous avez interviewés, est-ce qu'ils utilisaient, enfin quand ils prenaient les capsules vidéo, vous m'avez dit sur YouTube, est-ce qu'ils utilisaient les vidéos, c'était des vidéos francophones de leur localité, donc africaine, ou c'était des... Oui, c'est plutôt des petites capsules vidéo de leur pays en général. Alors, il y a des capsules vidéo qu'ils utilisent pour leurs cours, donc des petites leçons de grammaire qui durent 2-3 minutes. Et sinon, les autres capsules vidéo qui circulent, ils m'en ont d'ailleurs passé, c'est plutôt des humoristes congolais, et ils adorent aussi tout ce qui est anecdotes politiques, des mèmes en fait.
Voilà, ça marche super bien. Et alors, est-ce que justement, parce que TV5 Monde était peut-être trop franco-centré? Parce que, Ouais, je pense que il y a déjà un manque, ils connaissent pas du tout, donc ils ne refusent pas de l'utiliser, ils ne le connaissent pas, ni RFI savoir, alors qu'ils écoutent la radio. Et du coup, donc je sais pas, mais en tout cas, ils n'ont pas cette information que ça existe. Et après, la seconde étape, ce sera effectivement de voir si les sujets qui sont traités sur TV5 Monde ne sont pas trop franco-centrés. Mais c'est chouette, c'est stimulant parce que ça veut dire qu'on pourrait peut-être leur faire produire aussi des choses pour que même ils s'emparent un peu de la langue, de leur didactique et puis qu'ils aillent enseigner. Merci beaucoup. Et puis peut-être juste un dernier commentaire pour Monsieur Trenel. Est-ce que la francophonie dispersée, on pourrait l'appliquer aussi à l'Europe centrale et orientale peut-être? C'est une question. Oui, bien sûr. C'est un peu le constat aussi. C'est une francophonie. Il existe des associations, des organisations, une forme d'institutionnalisation à travers l'apprentissage des langues. La Pologne a sa politique linguistique, la République tchèque, etc. Mais il y a tout un réseau associatif, parfois même très dynamique, à travers les lycées français, collèges français, alliances. Qui sont et ce qui est intéressant de repérer, c'est que même dans certaines régions comme le Liban peut-être ou comme le Brésil, il y a des traditions familiales d'apprentissage du français. On se passe le français de parents à enfants. Parce que dans la famille, ça a toujours été comme ça. On se pose même pas la question de savoir pourquoi on apprend le français. C'est comme ça. Voilà. Oui. Oui, je voulais juste apporter un complément par rapport à ce que vous dites. Donc, moi, je suis Isabelle Lagarde et je travaille à la métropole de Lyon et il y a encore très peu à la ville. Et sur cette pratique, cet encouragement, cette visibilité de la francophonie dans les pays d'Europe centrale et orientale et plus globalement du Caucase, il y a un travail très important qui est fait par le corps consulaire. Nous sommes témoins, puisque la personne qui m'a précédée sur la coopération avec l'Arménie, qui est une coopération extrêmement importante ici et plus que jamais étant donné les circonstances extraordinairement dramatiques que vous connaissez. Et la question de l'enseignement du français dans cet établissement même, l'Université Lyon 2 a contribué à créer l'Université française en Arménie. Lyon 3, pardon. Lyon 3 a contribué à créer l'Université française en Arménie. Et vraiment, cette question du français, de la culture du français, les valeurs de la francophonie dont on a parlé en introduction, c'est un sujet majeur. Et sur la Roumanie, on a eu une année croisée France-Roumanie il y a très peu de temps, où la consul générale qui vient de quitter notre territoire, malheureusement, était très impliquée sur ces sujets-là. C'est un travail extrêmement intéressant que nous menions, on va dire, de concert. Voilà. Mais c'est pas une francophonie à laquelle on pense spontanément, mais je pense qu'elle a vraiment un rôle essentiel justement dans cette constellation francophone. Il n'y a pas que des francophones en Afrique, en Europe et au Québec et en Acadie, mais bel et bien partout. Et ils sont francophones pas pour les mêmes raisons. Et donc il y a un rapport à la fois au français et à la francophonie qui est fort varié et qu'il faut mieux connaître. Je pense qu'on a beaucoup investi dans la francophonie avec un grand F et pas assez dans ces francophonies avec des petits F qu'on découvre tous et toutes en ce moment parce qu'on vient tous et toutes de milieux fort différents et on ne pense pas la même chose. Tout à l'heure, Monsieur Sorzi en parlait avec justement les... je ne sais pas quel mot vous utilisiez, les parler un peu... locaux en fait. Mais ça, c'est des choses qui sont de plus en plus reconnues dans l'espace francophone. Chacun s'approprie et hybride le français à l'image de sa culture, de ses cultures. Oui, bien. Est-ce que peut-être on va continuer? Bon, parce qu'on est très en retard. Vraiment, excusez-moi. J'ai dû jouer un rôle ingrat. Merci beaucoup à tous mes collègues, en présentiel comme à distance, d'avoir participé à ce panel. C'est très intéressant et enrichissant.
On va se retrouver ici tout à l'heure, normalement, au panel 2. Oui, exactement, dans 5 minutes. À quelle heure? On va tout de suite. Non, mais c'est parce que c'est... 13h45. 13h45, c'est dans... 13h45, normalement. 13h45. Voilà. Merci, au revoir. Merci à vous. À 13h45.